Et du coup, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième webinaire de la cohérence éducative, deuxième édition d'une série de webinaires intitulée Crise sanitaire entre continuité éducative et pratiques innovantes. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom du comité d'organisation de cette série de webinaires qui est composée d'une quinzaine d'organisations. Vous voyez leur logo ici et dont je me fais le porte-parole. Qui sommes-nous? On est un petit groupe informel d'acteurs éducatifs qui intervenons dans le Val d'Oise et qui nous retrouvons sous cette dénomination de cohérence éducative dans le Val d'Oise, avec l'ambition de croiser les regards des acteurs éducatifs du Val d'Oise, que ce soit des acteurs issus de l'éducation nationale, de l'éducation populaire et non formelle, des parents d'élèves, des acteurs de la politique de la ville, de la politique sociale, de la jeunesse et qui avons cette ambition un petit peu voilà, de croiser nos regards sur les problématiques éducatives, de partager nos expériences, de réfléchir à la complémentarité des temps et des acteurs éducatifs. Et pour ce faire, on organise chaque année depuis 2012 une journée de la cohérence éducative, chaque année sur une thématique différente pour réunir les acteurs du Val d'Oise et partager, échanger. Cette année, forcément, on n'a pas pu se retrouver en novembre en présentiel comme on a l'habitude de le faire. Et du coup, on propose cette série de webinaires au fil de l'année scolaire 2020-2021 autour du thème de cette crise sanitaire et pour réfléchir un petit peu au bouleversement qu'elle a suscité, aux adaptations, au bricolage peut-être qu'elle fait émerger et aussi peut-être à des innovations, à des changements qu'elle va amener pour repenser nos pratiques et nos postures éducatives à l'avenir. On a ouvert fin novembre avec une réflexion sur l'école d'après le confinement et la pandémie. Et on entame après ça une série de 5 webinaires pour creuser certains sous-thèmes. Je reviendrai sur le programme des séances suivantes à la fin du webinaire d'aujourd'hui. Et la première sous-thématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle des pratiques éducatives, des postures des professionnels. On se demandait un petit peu dans le comité d'organisation qu'est-ce qui émerge comme pratique face, dans un premier temps, au confinement qu'on a connu au printemps, au confinement partiel qu'on a connu à l'automne, face plus largement à cette crise sanitaire. Et qu'est-ce que ça peut changer dans nos postures, dans nos relations avec les publics? On s'intéresse plutôt aujourd'hui au public direct de première ligne, les enfants, les adolescents, les jeunes. On réfléchira aussi à la relation avec les familles lors d'un prochain webinaire en février. Aujourd'hui, on s'intéresse du coup plutôt aux enfants et aux jeunes, avec l'idée de partir de témoignages et de témoignages d'acteurs éducatifs variés. On a 4 intervenants et intervenantes avec nous aujourd'hui que je remercie déjà chaleureusement d'avoir accepté de partager un petit peu leur expérience de ces derniers mois, un petit peu chaotiques parfois, et avec des regards un petit peu complémentaires. Vous le voyez, donc on a le plaisir d'accueillir Sylvie Bureau, qui est enseignante d'anglais et qui nous donnera un regard plutôt du secondaire. Annie Cobès, qui est conseillère pédagogique à la circonscription de Saint-Ouen-l'Aumône et qui nous donnera un regard de l'enseignement primaire plutôt. Thomas Joseph, qui était directeur d'un accueil de loisirs à Cergy au moment du premier confinement, responsable périscolaire et qui nous donnera un petit peu ce regard aussi de l'accueil de loisirs et du milieu périscolaire. Et puis enfin, Marion Thuillier, informatrice jeunesse au sein du réseau Information Jeunesse du Val d'Oise. Donc, on aura aussi ce regard de personnes qui sont en contact avec des adolescents et des jeunes. Voilà un petit peu ce qu'on va vous proposer pour ce matin. C'est un format de table ronde que j'aurai le plaisir d'animer. Je vais poser quelques questions ou mettre quelques points de débat sur la table avec nos intervenants. Puis on se gardera bien sûr à la fin un temps d'échange pour partager les questions de la salle virtuelle et pour échanger plus largement. Si toutefois vous ne voulez pas attendre la fin pour poser vos questions, vous pouvez aussi les taper dans le chat au fil de l'eau. Comme ça, avec Diane qui co-animons ce webinaire, on les collecte et on peut les reverser au fil de la discussion aussi. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat au fil de. Mais du coup, sans plus tarder,
j'accueille les intervenants et peut-être pour faire connaissance, un premier tour de table et première question pour vous présenter d'abord et pour nous dire un petit peu comment vous avez gardé le contact avec les enfants, les adolescents, les jeunes, peut-être aussi le contact entre collègues pendant les périodes de confinement qu'on a connues ces derniers mois. Ça nous permettra de vous situer et de voir un petit peu comment vous avez géré cette situation-là, chacun de votre côté. On peut peut-être commencer dans l'ordre alphabétique qui était indiqué là, comme ça les gens vous situeront un petit peu et commencer par vous, Sylvie. Bonjour à tous. Je suis Sylvie Bureau, comme c'est indiqué. Je suis enseignante au collège. J'ai 60 ans et ça fait 35 ans que je suis enseignante en collège. Après avoir parcouru toutes les zones de plan prévention-violence dans lesquelles les enseignants ont difficulté à aller, moi, la dernière que j'ai faite pendant 16 ans à Argenteuil, j'ai beaucoup appris. Voilà. Et, et de cette période, j'ai beaucoup appris également. Est-ce que dans ce tour, on répond à la première question déjà? J'entends plus. J'entends plus, Mathieu. C'est moi qui ai plus le micro. Oui, Ah, oui, oui, tout à fait, vous pouvez, Sylvie, allez-y. euh, alors, je suis restée en lien, avait été mis en place au début du confinement Pronote plutôt que le NT, ce qui a posé les premières difficultés puisque les parents et les enfants étaient habitués à l'ENT et Pronote, ils découvraient. Donc, c'était compliqué au début d'être en lien par Pronote qui permettait d'ouvrir des fils de discussion avec le groupe classe. À ce moment-là, moi, j'étais à 70%. C'est important que je le signale. Et j'étais donc avec 3 classes de 6e, dont une classe de 6e SECPA, avec des enfants qui étaient encore plus en difficulté sur la question numérique. Mais au fil du temps, bon, j'ai finalement ouvert un groupe WhatsApp parents, téléphone de parents, et dans lesquels, pardon, pour chaque classe, dans lesquels tous les parents étaient. Pour les 2 classes ordinaires. Et dans ce groupe, je postais la photo du cahier texte, les liens sur lesquels je voulais qu'ils s'entraînent, et j'étais la seule à pouvoir intervenir, à pouvoir poster dans ce groupe. Et donc après, je pouvais poster également je suis enseignante d'anglais, donc de langue, donc toute la question de l'oralité, qui est le cœur vraiment de la pédagogie à laquelle je suis attachée, pas la seule d'ailleurs, hein, m'a réellement posé souci comment j'allais rester en lien avec les enfants et les faire produire via Pronote, poster des enregistrements, des productions d'élèves enregistrées en prise de parole en continu. Je savais pas, moi-même, je ne savais pas faire de toute façon. Donc, ça a permis ça. Ça a permis également que je mette moi des compréhensions orales dans le groupe et les enfants pouvaient prendre des photos de leur cahier et m'envoyer photos de leur cahier via le téléphone de leurs parents, bien sûr. Et quand ils faisaient des productions, ce qu'on appelle nous en langue les PPC, les prises de parole en continu, j'écoutais tout de suite et je répondais tout de suite en texto ou en audio pour corriger, bien sûr pour valider, parce que la validation du moindre effort, c'était très, très important. Et voilà, donc je suis restée en lien par le portable des parents. Petit à petit aussi, certains ont réussi à trouver comment le fil de discussion, enfin dans Pronote, le cahier de texte, le fil de discussion. Donc certains écrivaient aussi dans Pronote, dans le fil de discussion. Mais bien vrai que pour un enfant de 6e, dire ce qu'il a envie de dire, poser sa question en des termes dans Pronote, c'est très difficile. À l'écrit, c'est très difficile. Dans WhatsApp, ça permettait qu'il s'enregistre sur les questions qu'il avait à poser. C'était beaucoup plus rapide. Voilà. J'ai pas ouvert de visio délibérément parce que les enfants avaient
dans la semaine, petit à petit, les professeurs se sont mis à faire des visios. En premier, mettons, je vais prendre une sixième, allez, la sixième 3, allez, ils avaient 2 visios en français au départ. Puis après, ils avaient 2 visios en histoire géo par semaine. Hein. Après, ils avaient visio en musique. Et je me suis dit, mais c'est infernal. Je peux pas, moi, je ne pouvais pas donner là-dedans, sachant que 50% au départ, 50% des enfants avaient des problèmes de connexion ou voire n'avaient pas d'ordi. Donc, je me suis plutôt occupée de ça. Et je suis allée faire coucou. Je remercie tous les collègues qui m'ont transmis le lien pour que j'aille faire coucou de temps en temps au groupe. Et je prenais 5 minutes, 10 minutes. Et voilà comment je suis restée en lien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que, évidemment, comment dire, l'alliance avec les parents pour pouvoir ouvrir sur leur portable un groupe WhatsApp, c'est fondamental et ça a pris du temps et je sais bien que c'est hors cadre. Mais j'ai pris exemple sur les instituts à côté de chez moi, c'est-à-dire il y avait les Bourseaux et j'avais des enfants dans l'immeuble qui étaient à l'école et j'ai entendu que les instituts, eux, ils n'avaient pas d'autres moyens, ils le faisaient. Alors, je me suis dit, voilà, moi aussi, je vais le faire en mettant les règles, bien sûr. Voilà. J'ai sûrement d'autres choses à dire, mais je ne veux pas. Enfin, voilà. On aura l'occasion de poursuivre la discussion, mais merci pour ce premier tour de table. Annie, je te laisse prendre la suite. Oui. Donc, voilà, moi, aujourd'hui, je remplace une enseignante des Bourseaux qui devait intervenir. Moi, je suis malgré tout un peu légitime, d'abord parce que j'ai beaucoup préparé de choses avec elle et que donc je sais ce qu'elle a fait, même si je ne l'ai pas vécu moi personnellement. Et j'ai aussi eu de retour de beaucoup de collègues de la circonscription, puisque mon travail pendant cette période de confinement, ça a été de garder le contact avec tout le monde, de m'assurer que tout allait bien dans les écoles, tant au niveau des équipes que du lien entre les enseignants et leurs élèves. Donc, moi, ce qui m'est apparu comme par rapport à ce premier confinement où vraiment l'école était complètement à distance, ce qui a posé problème, c'est le fait que les enfants n'ont pas été préparés dans les écoles. On n'a pas eu le temps, les enseignants n'ont pas eu le temps de préparer ce moment de confinement, d'abord parce qu'on n'en avait aucune représentation. Et on avait donc tout ce qui a été fait, ça a été de rassembler des outils très basiques du style plein de photocopies avec du travail pour les élèves. Et puis ça a été revenu dans les cartables, dans les familles. Et puis très vite, les enseignants se sont rendus compte que ça allait pas suffire, que la période allait durer et qu'il fallait quand même bien garder le lien, hein, puisque c'était la consigne ministérielle, c'était garder le contact, en fait, garder le lien pédagogique avec les élèves. C'était la consigne. Donc, il y a eu beaucoup de familles, beaucoup d'aides au niveau beaucoup d'outils professionnels dont les enseignants se sont plus ou moins emparés en fonction déjà de leur connaissance de l'environnement numérique professionnel qui n'était pas toujours présent. Et puis, en tout cas, il y a eu des outils qui ont plus ou moins bien fonctionné en début parce que notamment sur tout ce qui est mis en place de classes virtuelles, hein, classes à distance avec Visio, il y a eu des problèmes de saturation et puis il y a eu une fracture numérique dont on parle toujours et que donc il a fallu établir un lien avec tous qui y ait accès ou pas au numérique. Donc, il y a des tas d'outils qui se sont mis en place au fur et à mesure. Il y a eu de la part des professionnels au sens large, c'est-à-dire les enseignants entre eux,
les formateurs, les inspections, il y a eu, de mon point de vue, beaucoup de choses de produites, beaucoup de choses de volonté de partager. Et après, des enseignants qui s'en sont emparés de façon assez inégale. Voilà. Et puis, côté famille, le retour qui a sauté aux yeux des collègues très, très rapidement, ça a été des familles submergées, submergées par autant de, entre guillemets, de travail donné à leurs enfants, submergées par l'organisation de ce travail, c'est-à-dire elles ont plusieurs enfants à gérer avec des demandes différentes d'un niveau à l'autre, d'un enseignant à l'autre, des outils numériques qui ne sont pas extensibles, une différenciation du travail de leur enfant qui n'apparaissait pas forcément parce que les enseignants donnaient des choses mais sans forcément différencier, qu'ils auraient plus fait en classe. Et puis, des familles qui n'avaient plus de repères comme leurs enfants dans la journée. C'est-à-dire, il n'y a pas le moment où on est à l'école et le moment où on revient, on fait les devoirs. Là, tout était mélangé. Et ça a été extrêmement compliqué à gérer pour les familles qui, en plus, elles-mêmes, comme les enseignants, étaient aussi en télétravail. Donc, tout ça a été vraiment des moments très compliqués. Après, moi, j'ai trouvé qu'à un cas, tout le monde s'est adapté avec plus ou moins de facilité en fonction de son contexte, mais tout le monde s'est adapté et que, en tout cas, du côté des enseignants, c'est clair qu'il y a eu cette recherche de continuité pédagogique. Voilà. Je pense que dans un premier temps, je ne peux pas en dire plus parce qu'il y aurait 1000 choses à dire, mais je vais laisser la parole aux autres. Merci Annie. On quitte l'éducation nationale peut-être et je laisse la parole à Thomas Joseph. Oui, bonjour. Alors, l'éducation nationale, on va en avoir un petit bout quand même dans ce que je vais pouvoir présenter, en tout cas ce que je vais pouvoir restituer. Donc, j'ai fait la direction de l'Escapade sur le premier confinement, c'est-à-dire la direction de l'école de l'accueil de loisirs de l'Escapade avec les enfants des soignants. Ça a été la première reprise où elles n'avaient pas le choix que de venir sur l'accueil de loisirs et d'aller à l'école. C'est une expérience qui a finalement été agréable parce qu'on était avec un petit groupe d'enfants avec lequel on pouvait accorder plus de temps sur différentes choses et c'était agréable, intéressant. Et puis on avait le retour aussi des parents qui sortaient épuisés dans leur journée, vous vous en doutez. Ça nous permettait aussi de les rassurer et leur dire que voilà, pendant qu'ils étaient au front pour nous, leurs enfants, on s'en occupait bien, on faisait en sorte que ça se passe bien pour eux. Ça nous a permis aussi de nous rapprocher un peu plus des équipes enseignantes, du coup, puisqu'on travaillait avec eux, avec l'organisation pour le périscolaire tous les temps périscolaires, mais aussi de garder le lien avec les enseignants quand ils avaient besoin de souffler sur les temps de pause, d'aller aider, de faire ce qu'on pouvait pour aider au maximum, de créer dans l'urgence du coup un premier protocole Covid sur le temps périscolaire et du coup ça a inspiré énormément ce qu'on a fait sur la ville sur le temps scolaire. Ça, c'est pour la partie enfants des soignants et accueil de loisirs, donc qui s'est super bien passé au final, parce qu'il y avait le monde, il y avait des personnes volontaires, et il y a eu l'investissement qu'il fallait humain et aussi financier qui a permis d'avoir une super période. Super, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas une période agréable pour les enfants. Et puis, il y a eu aussi garder le contact avec les enfants qu'on ne voyait plus. Sachant que dès le départ, quand on a tous fermé la porte de nos écoles pour dire on part en confinement, les parents pensaient que c'était un temps court, mais nous, on avait bien conscience que ça allait durer. Donc, nous, on a expliqué aux parents, ça va être dur. Au revoir et pour un moment. Ça a été mal compris au départ. Il y a beaucoup de parents qui pensaient que ça allait durer vraiment que 15 jours.
Donc, il a fallu qu'ils se mettent en route déjà sur les devoirs parce que sur tout ce qui était travail à distance, comme j'ai pu en train de dire auparavant, il y avait des inégalités parce qu'il y a aussi des familles qui pensaient que, bon, qu'un jour, on va les laisser un petit peu en vacances et puis ils reprendront le retard à l'école. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé, ça a été long. Il a fallu se mettre en route et ceux qui ont pris seulement 10 jours de retard, ils ont eu du mal à rattraper le retard. Donc, on a gardé contact avec les familles les plus en difficulté par des appels téléphoniques. Donc, moi, j'étais responsable périscolaire sur la structure. J'étais en direction sur la structure, mais mes collègues responsables périscolaires appelaient toutes les familles les plus en difficulté de leur école pour savoir s'il y avait besoin d'aide sur cette fracture numérique, c'est-à-dire pas de tablette, pas de moyen de communiquer avec l'école. Pas de moyen de suivre les cours en numérique. Et la ville a mis à disposition les tablettes qui sont sur les écoles, à savoir qu'on a depuis le premier plan numérique à peu près 30 tablettes par école. On les a rassemblées à l'Escapade. On a rassemblé une partie à l'Escapade pour pouvoir faire du prêt de tablettes à toutes les familles en difficulté. Parce que bon, si les familles n'ont peut-être pas de tablettes ou d'ordinateurs portables, généralement, il y a le forfait téléphonique minimum qui permet de faire le partage de connexion et en grande majorité, même s'il y en a qui avaient encore une difficulté en termes de réseau mobile ou d'Internet, en grande majorité, il y a de quoi... Moi, je n'ai pas eu de retour de famille qui n'avait pas accès directement à un réseau téléphonique qui permettait de connecter la tablette en partage de connexion et de suivre suivre les cours à travers tous les dispositifs scolaires, Benelu et je ne me rappelle plus l'autre que j'ai entendu tout à l'heure. Mais en tout cas, en termes de contact avec les familles, il y a eu celui-là pour le prêt de tablette et les aider à suivre. Et il y a eu aussi ceux qui étaient en difficulté du coup sociale, c'est-à-dire que on contactait aussi les familles qui ne pouvaient pas aller travailler et c'était déjà un emploi alimentaire qui n'était pas forcément sur un gros contrat. Donc, ne pas travailler du tout, ça engendrait détresse alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui se nourrissaient quasiment pas. Et l'appel des familles a permis de détecter quelques cas qui nous ont permis aussi d'amener des dons alimentaires, les orienter vers des structures qui leur permettaient d'avoir des repas, de contacter des associations qui, sur la ville, ont distribué des paniers repas. Donc, ça a permis de repérer des situations difficiles et de gérer ce qui pouvait être géré. En termes de contact avec tous les enfants de l'école, malheureusement, on n'a pas pu garder contact avec tous les enfants de l'école. J'ai bien aimé l'idée du groupe WhatsApp au collège. Nous, on aimerait bien pouvoir faire un réseau qui nous permettrait de garder contact avec les enfants en dehors du temps scolaire, mais ça, c'est quand même assez compliqué en termes de droits. Toutes ces histoires de droits par rapport au numérique. Donc ça, on est obligé on n'a pas pu faire. Maintenant, c'est vrai que ça ouvre l'idée sur ce contact-là qu'on a pu garder. Il faudrait évoluer, sachant que les réseaux sociaux, on parlait du collège tout à l'heure, mais déjà dès l'école, c'est déjà très présent. Je pense que là, il faudrait travailler à rattraper un peu notre retard, c'est-à-dire le retard des adultes sur les enfants là-dessus. Il faut trouver le moyen de rester en contact et en connexion avec eux et sur leur réseau. Ce n'est pas imposer le nôtre, non, il faut s'y mettre sur leur réseau. Moi, j'ai créé des comptes un peu partout pour pouvoir suivre moi dans mon rôle de directeur et d'animateur, pouvoir suivre les actualités tout simplement, parce que quand on les voit danser sur des trucs et avoir des mots, quoi, il faut qu'on sache d'où ça vient. Donc, ça a permis aussi en termes de contact, de garder le contact un peu virtuellement.
ce qui a explosé un peu pendant le confinement, c'est TikTok avec des défis qui se faisaient avec les enfants. Donc nous, le contact qu'on a gardé, par contre, par exemple, c'était ça, c'était des petits défis qui étaient jonglage avec du papier toilette pour les footeux, chorégraphie de danse. Bah, ça, on a pu le faire. Donc, on ne pouvait pas filmer, bien sûr, avec les enfants, mais on a pu le ramener à l'école puisqu'on savait qu'ils le voyaient à l'extérieur. Donc, garder le lien et puis s'accrocher pendant ce temps-là. Donc, ça, c'est pour la partie contact. Et puis, le contact avec les collègues, on l'avait, on le gardait. Donc, il y avait des collègues qui appelaient, des collègues qui passaient, qui prenaient des nouvelles, qui envoyaient des messages. Donc, ça, les groupes WhatsApp, les groupes Snapchat entre collègues, ils existaient déjà avant. Donc, ça a continué. Il y a eu un peu plus de messages, quoi, un peu plus de soutien à distance. Et on travaillait aussi ensemble sur des livrets d'activités en direction des familles parce qu'on s'est vite rendu compte qu'ils allaient être dépassés très rapidement, les parents. Avoir leurs enfants toute la journée. Alors, c'est pas comme pour les vacances, c'était un moment où eux travaillaient et les enfants sont en temps scolaire. Donc, en termes d'activité, quand on n'est pas en vacances et qu'on doit rester à la maison, à un moment donné, quand on n'est pas inspiré en tant que parent, en tant que temps, donc on a créé des livrets d'activités qu'on proposait et qui ont été à disposition dans les commerces essentiels qui restaient ouverts, c'est-à-dire les boulangeries, les boucheries, tous les endroits où les parents pouvaient aller. Et du coup, ils pouvaient se servir du petit livret. Ça nous permettait aussi de garder un contact à distance. Voilà. Merci pour ce tour d'horizon. Et on finit ce premier tour de table avec notre dernière intervenante, Marion Thuillier. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis informatrice jeunesse sur le point information jeunesse de Franconville depuis bientôt maintenant 3 ans. En fait, la particularité de notre point information jeunesse, c'est qu'il est intégré dans une mission locale. Donc, mon public est plus 16-25 ans déscolarisés en réalité. Donc, ce n'est pas vraiment encore les mêmes problématiques que vous avez pu avoir avec les enfants scolarisés. Nous, déjà, le contact avec les jeunes se fait déjà via les réseaux sociaux, par mail, par téléphone, etc. Donc ça n'a pas trop changé, on va dire, au niveau de nos habitudes. La seule particularité, c'est qu'on a fait, on en parlera tout à l'heure, mais du coup, des ateliers en visio, donc via Zoom ou même via Discord, qui est une application que les jeunes utilisent beaucoup. Pour garder le contact avec plutôt mes collègues des informateurs jeunesse, il y a eu un WhatsApp et puis les mails comme ça peut être d'habitude. Et avec mes collègues mission locale, du coup, on s'est un peu plus renforcé aussi avec les mails et les téléphones, le WhatsApp, et on se faisait plusieurs visios par semaine pour essayer de créer des activités pour les jeunes et surtout répondre aux problématiques d'urgence parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui étaient à la rue sur cette période du confinement. Donc, comment les aider par rapport à ces situations-là. Après, comme vous avez pu dire, nous, on a énormément de jeunes. La fracture numérique est énorme. Beaucoup n'ont pas forcément de téléphone ou d'ordinateur ou quoi que ce soit. Donc là, ça a été très compliqué pour maintenir un lien et surtout continuer à les suivre à peu près normalement dans leur recherche d'emploi. C'était la période de Parcoursup. Donc, c'était assez compliqué aussi pour eux qui venaient sur Point Information Jeunesse pour faire leurs vœux, etc. Et là, la dernière partie, on a dû improviser. Donc voilà, en gros. Merci à vous quatre. On a une première visibilité de vous parler un petit peu. Il y a 3 questions que moi, je vais mettre en débat sur lesquelles je vous laisserai réagir un petit peu librement et ensuite, on ouvrira bien sûr à la salle virtuelle. La première question qu'on se posait dans le comité d'organisation et sur laquelle on était curieux d'avoir vos retours, c'était de savoir un petit peu comment cette situation-là de pandémie, de confinement, ainsi de suite, avait pu réinterroger l'accompagnement des apprentissages au sens large
et peut-être plus largement, est-ce qu'elle avait réinterrogé ce que c'est d'apprendre, ce que c'est qu'instruire et ce que c'est que cette pratique professionnelle. Je ne sais pas qui veut se lancer peut-être pour apporter quelques éléments sur ce sujet-là. On n'épuisera sans doute pas la réflexion ce matin. Annie, il manque le micro. Oui, je veux bien. En fait, effectivement, le fait que ça ait duré un peu longtemps, ça a vraiment permis au niveau des enseignants de reposer des questions professionnelles sur ce plan, notamment sur des questions de la différenciation du travail, par exemple, puisque dans la volonté de bien faire, il était envoyé aux familles une grande quantité de travail en se disant ben, ils piocheront, qui en fait s'adaptait à ceux qui étaient très en demande et qui pouvaient en faire le plus. Là-dedans, ben, les parents qui avaient des enfants moins rapides ou pensaient qu'il fallait tout faire. Donc, très vite, les enseignants se sont dit bon, il faut qu'on soit plus précis dans les consignes, c'est-à-dire bien être explicite, dire que c'est pas qu'ils piochent dedans et que c'est une banque de travail, mais qu'ils ne sont pas obligés de tout faire. Parce qu'il y a vraiment des situations d'affolement. Et puis, sinon, ça a réinterrogé aussi sur la communication, c'est-à-dire renvoyer aux familles des exercices que les élèves savent faire habituellement en classe, avec des consignes qui sont données oralement, et puis peut-être un exemple, ce genre de choses. Ben là, il n'y avait plus tout ça, donc ça voulait dire aux familles clairement quel était leur rôle en tant que parent accompagnateur ou que grand frère ou j'en sais rien, mais enfin en tout cas la personne qui allait aider notamment les enfants non lecteurs ou notamment les enfants de maternelle, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été renvoyées pour les enfants de maternelle. Donc tout ça, ça a permis d'affiner la communication auprès des familles. C'est-à-dire que tout ce qui est implicite et qui se passe dans une classe, tous les gestes professionnels, enfin pas tous, mais enfin en tout cas une partie, il fallait les transmettre aux familles. Donc il y a eu par exemple, je pense pour illustrer un peu ce que je dis, que ce soit un peu plus précis, ma collègue qui devait intervenir ce matin, là, avec des élèves de grande section CP qui apprennent à écrire et à former les lettres. Elle disait aux parents, voilà, ils ont des pages d'écriture à faire, mais les parents ne savent plus écrire en cursive. Donc, il a fallu montrer comment on montrait le geste. Donc, elle s'est fait filmer cette enseignante s'est fait filmer par sa famille en train d'écrire sur un tableau blanc et de montrer la forme du geste et ainsi de suite, et de situer aussi la durée de l'activité, c'est-à-dire il ne faut pas y passer plus de temps parce que sinon votre enfant il va saturer et ainsi de suite. Voilà. Donc tout ça, ça a permis d'affiner vraiment. Pour les enseignants, ça leur a permis d'affiner leur geste professionnel et aussi d'avancer dans la communication aux familles. Et ça a relancé, par exemple, quelque chose qui a toujours été un peu mis sous le tapis, hein, parce que c'est une question gênante, c'est la question des devoirs. Voilà. Parce que ces fameux devoirs, on ne mettra jamais tout le monde d'accord là-dessus. Ils sont interdits par la loi, les devoirs écrits sont interdits par la loi, mais malgré tout, les parents sont en demande. Alors, les enseignants disent qu'ils donnent des devoirs parce que les parents demandent. Les parents ne sont pas eux-mêmes tous d'accord par rapport à ces devoirs. Enfin, il n'y a pas de consensus sur la question. Et là, du coup, on s'est dit, bon, ben là, pour le coup, ils sont obligés. Donc, comment on leur transmet ça? Et ça a relancé donc la question de qu'est-ce que ça veut dire de faire quelque chose à la maison avec un parent qui n'est pas enseignant? Voilà, donc ça a relancé ces questions-là sur l'enseignement. Est-ce que transmettre des fiches de travail, est-ce que c'est suffisant? La réponse est non du point de vue de l'enseignant, parce que si ça c'était suffisant, il n'y aurait pas besoin d'enseignants.
Donc, comment on organise après, c'est les outils qui nous permettent d'organiser les allers-retours avec les élèves. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire enseigner? C'est pas transmettre, c'est pas faire des exercices, même si on a l'accompagnement adéquat. C'est aussi mettre les élèves en situation de recherche, de problème, et ainsi de suite. Et ça, comment on peut le faire? Là, c'est la limite des outils numériques. En tout cas, voilà, en termes d'enseignement et progression dans les apprentissages, voilà ce qui s'est posé, qui est revenu en pleine face de la plupart des enseignants. Ça a été de se dire, mais comment je vais continuer à leur faire acquérir de nouveaux savoirs alors qu'il n'y a plus les moments de classe de recherche, de situations problèmes, de leçons, voilà, tout ça, ça n'existe plus. Et donc, il a fallu, mais il y a eu des choses magnifiques de fait par rapport à ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long. Mais en tout cas, oui, ça a interrogé c'est quoi enseigner. C'est intéressant ce que tu dis, Anit, que ça a poussé à expliciter des choses et des gestes qui étaient implicites jusque-là. Est-ce que ça fait écho à d'autres intervenants ou qu'est-ce que vous avez observé d'autre de votre côté? Sylvie, peut-être, ouais. Oui, je veux bien, tout à fait d'accord. Tu as une façon de présenter les choses avec des qualités que je n'ai pas, Annie. Voilà, je n'ai pas cette concision, cet esprit synthétique. Mais dans ce que moi j'avais noté en tant que, enfin, personnellement, premièrement, oui, absolument, la notion de la quantité de devoirs. La question de la quantité et la question de la durée du temps passé sur une activité qu'on donne. Alors ça, il a fallu préciser, enfin très très vite, c'est apparu. Hein, moi. Donc c'est vrai qu'avec avec la relation WhatsApp sur le portable des parents, c'était plus facile parce que finalement, les parents sont autorisés à me poser des questions et ils m'ont aidé à aller plus vite, à transmettre aux autres parents qui pouvaient être en difficulté et qui n'osaient pas poser les questions. Donc, ils rendaient service. Vraiment, ça, c'était magnifique. Donc, la question de la quantité. Oui, je partage et j'en ai vraiment fait l'expérience de donner au départ beaucoup pour que tout le monde puisse se servir piocher. Mais ça, ce n'était pas clair. Donc, je l'ai vraiment explicité. Ce que j'ai noté, la question aussi qui est apparue, c'est la question du rôle de l'accompagnant dans la question de la pédagogie de l'encouragement, la pédagogie de la validation. Les parents sont pas enseignants pour la plupart et ils n'ont pas été dans une école pour la plupart dans laquelle ces pratiques-là étaient en place. Moi, personnellement, je suis inscrite là-dedans depuis très, très, très longtemps. Je le disais tout à l'heure, le moindre effort, il faut valider. Donc ça, je me suis permis de transmettre. J'en ai eu, voilà. Aussi, la question de mettre l'enfant en situation de production. Parce qu'effectivement, enseigner, ce n'est pas simplement transmettre un cours et puis tu fais les exercices et basta. C'est de réelle production. Alors moi, en langue, dans toutes les matières, il y a de quoi faire. Dans toutes les disciplines, il suffit de prendre la pédagogie du détour. Mais il me semble important, et c'est ça qui m'a posé souci au départ, comment je vais continuer à donner à l'enfant l'occasion de donner, mais pas donner juste avec des exercices complétés. Le réel don, en fait, dans la salle de classe, et ça pouvait plus avoir lieu, comment ils peuvent s'emparer des lieux quand on est en classe. Alors bon, des concours d'affiches qui sont faits à la maison, toutes les affiches sont affichées, bref, ils s'emparent des lieux. Et là, le virtuel, à distance, comment allais-je faire? Alors, oui, j'ai découvert un outil, j'ai découvert Geniali, voilà, qui permet de faire des cours. Voilà, c'est un outil que maintenant je continue d'utiliser et que je continuerai d'ailleurs, qui permet de créer soi-même. Et du coup, là, les enfants ont mordu. C'est-à-dire, ils avaient des affiches à faire, alors, via photo. Hein. Et j'ai utilisé je me suis dit, mais quand même, on est dans une période traumatisante. Comment on peut utiliser l'environnement
Alors, chose que je n'avais jamais faite en classe, évidemment. Donc, dans les affiches, par exemple, fallait qu'ils aillent dehors, au pied de leur bâtiment, pour mettre des éléments de la nature. Ça a posé souci et ça m'a permis de découvrir qu'il y avait des enfants qui étaient phobiques et qui ne voulaient vraiment pas du tout mettre le pied dehors. Et des parents qui bien sûr, validaient ça. Bon, ça a été surmonté. Et donc, je me suis dit que plus tard, j'utiliserais la question de la photo. Puisque dans le GNLI, ça a permis que tout le monde partage toutes les affiches qui avaient été faites. Il y a eu 3 sujets. Et c'était vraiment magnifique. Ça permettait de faire appel aussi à l'imagination, à la création et de les mettre en recherche sur un proverbe. Quel proverbe d'espoir il voudrait laisser? Bien sûr en anglais, hein. Derrière, il y avait d'autres choses. Mais voilà, moi, dans la question des outils numériques, ça m'a aussi... ça a modifié, bien sûr, la question de l'accompagnement. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, la question de décortiquer tout ce qu'on dit, à l'oral, tout ce qu'on décortiquer, segmenter, une consigne, une tâche, alors que parfois, même à 60 ans, hein, ça m'est déjà arrivé de faire dans la consigne, il y a plusieurs choses à faire, et puis de me dire, de ne pas avoir imaginé que 2 choses à faire dans la même consigne, c'était beaucoup trop compliqué. Donc, de pédale douce. Et aussi ce que ça transforme. Mais là, j'étais déjà très sensible. C'est la question du rapport au programme. C'est quoi le programme? C'est-à-dire, si on n'a pas fait tout le programme, est-ce un drame? Si on fait réactiver des choses, des notions qui ont été vues avant par d'autres biais, pédagogie du détour, pour renforcer, mais why not? Bon, voilà ce que je peux dire, je pense. Je m'arrête là, en fait. Merci à vous. Marion, Thomas. Ah oui, Annie, vas-y. Je voulais rajouter juste, c'est Sylvie qui me faisait penser à ça, c'est que ce que ça a interrogé aussi, c'est on n'apprend pas qu'à l'école. C'est-à-dire qu'on peut partir de son environnement et faire des tas de choses par rapport à son environnement. Alors ça, nous, ce qui a été vraiment, qui a mis ça complètement en avant, c'est ce qui s'est passé au niveau de la maternelle. Parce que, en fait, les directives du ministre au début du confinement, ça a été de s'adresser quasiment aux enseignants de l'élémentaire. Et puis du second degré, ainsi de suite. Mais en tout cas, on sentait que, bon, les matières, ok, mais c'était pas si grave que ça, quoi. Enfin, en tout cas, les enseignants l'ont un peu pris comme ça. Et au final, les enseignants de maternelle ont déployé des trésors d'inventivité pour garder le contact pédagogique avec leurs élèves. Et du coup, les formateurs aussi. Il y a eu notamment il est paru une lettre pour les parents qui a été faite par un groupe départemental maternel, qui est une lettre interactive qui était envoyée donc sous format numérique aux parents. Et c'était juste un petit défi à faire à la maison. Alors, c'était construire une cabane, par exemple, je donne un exemple, hein, mais c'est construire une cabane avec dans son appartement. Alors, et puis les enfants devaient prendre, à chaque fois, ils avaient une réalisation à faire. Donc, par exemple, leur cabane, une fois qu'elle était faite, ils prenaient une photo et ils l'envoyaient à leur maîtresse. Et la maîtresse collectait toutes les photos et du coup, renvoyait des éléments d'apprentissage par rapport à ces constructions. Et la lettre, elle était aussi, il y avait une partie pour les parents, c'est-à-dire il y avait des consignes pour les familles, dire voilà ce que vous allez pouvoir relever dans la construction de cette cabane, comment vous pouvez aider votre enfant, quoi lui mettre à disposition, quoi lui permettre, tout ce qui était vocabulaire à soulever, ainsi de suite. Et tout ça, ça a donné vraiment cette idée, déjà qu'on n'est pas obligé de faire un cours, ça les enseignants de maternelle le savent très bien,
On n'est pas obligé de faire un cours, on peut partir de projets. Et du coup, ces projets-là, ils ont parfois été partagés avec des enfants plus grands. C'est-à-dire construire une cabane, oui, jusqu'au CM2, on peut construire une cabane. Mais on ne va pas en tirer la même chose. Alors, ça renvoyait 2 messages. C'est déjà le cours lui-même. On sait bien que c'est pas, je veux dire, on n'est pas dans la transmission, on est dans le fait de faire construire quelque chose et le fait qu'on puisse découvrir des tas de choses à l'école, à la maison et dans son entourage, avec rien, avec 3 fois rien. On a fait des séances aussi comme ça, avec par exemple, faire de la cuisine aux enfants. Ils ont fait de la pâtisserie et à travers ça, ils ont étudié les volumes, les mesures, ainsi de suite. Enfin, tout un tas de choses qu'on fait déjà en classe, mais que là, du coup, ils pouvaient faire à la maison et qui prenaient moins un caractère scolaire, en tout cas du traditionnel cours que les parents imaginent, qui n'est pas forcément que ça au sein d'une classe. On apprend partout, quoi. Ça, c'était un message important aussi. Oui, je peux, Mathieu? Oui, rapidement, je vois que Thomas a levé la main après. Très rapidement, oui, la relation famille et mettre les familles à contribution, c'est-à-dire que dans cette période de confinement, dans lesquelles, dans les petits appartements, il y a eu des situations de violence, de relations violentes, remettre du bonheur, de la gaieté, de la chaleur. Alors, oui, j'oubliais ça, hein, mais la question des affiches a permis ça aussi. La question de chanter ensemble, apprendre par les chansons en anglais, où je ne détaillerai pas toutes les activités derrière, mais du coup, un enregistrement où il y a enfants et parents qui sont en train de chanter le refrain. Moi, j'ai découvert ça, que de mettre en activité et à contribution parents et enfants dans une production collective, c'était intéressant dans cette période, mais c'est quelque chose que je poursuivrai. Merci. Thomas, vous vouliez réagir et Marion ensuite. Alors, déjà, je suis très content des 2 dernières interventions parce qu'elles parlent de choses qui, nous, dans l'animation, nous touchent beaucoup et dans lesquelles on est totalement d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, on n'apprend pas qu'à l'école et tout ce qui a été dit juste avant, c'est des choses qu'on fait déjà qu'on fait dans les accueils de loisirs. Et si on revient il y a 4 ans en arrière, il y a eu les temps d'activité périscolaire qui auraient, si ça avait été, je ne vais pas dire pensé, mais en tout cas travailler avec un peu plus de pérennité qu'un an, et dans un an, vous pouvez arrêter. Si ça avait travaillé autrement comme un projet, où on intégrait vraiment l'animation et qu'on complétait un peu l'offre éducative pour les enfants, on aurait pu avancer un peu plus là-dessus. Alors, je vais pas revenir sur le passé, mais en tout cas, ce qui a pu être observé là, c'est des choses que l'on connaît et que l'on peut apporter. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de cuisine. Oui, effectivement, le calcul des volumes par la cuisine, ça se fait. La découverte de la nature en allant tout simplement se balader en forêt plutôt que de le faire dans un cours et utiliser. Tout à l'heure, on parlait aussi du numérique. Il y a des applications qui permettent de prendre en photo une plante et de découvrir quel est le type de la plante et derrière ramener à une étude de la nature à travers des choses qu'on peut faire. Si on peut télécharger l'application, ça va inciter à l'enfant qui va vouloir continuer à travailler là-dessus, faire sa balade en famille et aller faire ce même travail-là, d'aller prendre le téléphone des parents et d'aller chercher, tiens, telle fleur. Je vois en même temps les conversations. ACM, accueil collectif de mineurs. Voilà. J'ai répondu à la question, c'est bon. Oui, ça, c'est des choses qui, si on prenait conscience de tout ça, on pourrait, si on prenait conscience, nous, je pense qu'on a bien conscience, mais si on arrivait vraiment à pousser un peu dans ce sens-là,
à enrichir l'offre éducative autour des enfants, ben, effectivement, on avancerait beaucoup plus vite. Dans l'intervention de Sylvie, j'ai entendu beaucoup de remises en question par rapport au confinement, de changement de méthode et tout ça. Ben, c'est exactement ça. Il faut qu'on soit un peu plus dans ce changement de méthode, qu'on soit dans le renouvellement et dans l'adaptabilité à l'enfant. Parce que là, on est sur des modes éducatifs et des propositions qui sont un peu généralistes. Et comme on vient de le dire, ben, il y a peut-être cet enfant qui est phobique, cet enfant qui, lui, n'a pas d'espace vert autour de chez lui, cet enfant qui n'a pas accès au numérique. Et là, il faut vraiment s'adapter et aller spécifier. Ce qui m'amène à revenir autour de l'animation, où nous, on essaye de trouver notre place. Enfin, on a notre place, mais elle est un peu trop... j'ai lu un peu dans les messages où on n'était pas assez reconnu, je suis d'accord. L'étape, pour revenir encore sur cette période-là, elle est marquante parce que, franchement, pour moi, sincèrement, c'était un moment où on pouvait nous valoriser et montrer les qualités, ce qu'on pouvait apporter à travers l'animation, compléter l'éducation des enfants et aider aussi à l'extérieur, parce que du coup, dans l'animation, on a un peu plus de proximité avec les parents, il y a un peu plus de temps d'échange avec les parents, puisque sortie d'école, il y a 30 élèves qui sortent, donc l'enseignant, il va peut-être avoir le temps de voir 2-3 parents maximum, mais après, on n'aura pas le temps de voir l'ensemble des parents. Sur un temps d'animation, sur les départs d'enfants, on a généralement un départ échelonné, donc qui permet aux parents de rester, discuter, même jouer avec les enfants sur un temps. Et ça, c'est important parce que un jeu de société qui aurait été fait, j'arrive, je viens récupérer mon enfant, il est en train de faire un jeu, ça lui plaît, ça intéresse, pourquoi pas, ce que je vais faire, c'est que je vais l'acheter, on va jouer à la maison, et puis il aime les jeux de société, on va en acheter 3, 4, et on apprend d'autres manières. Si on joue aux jeux de société, effectivement, dans les jeux de société, il y a de la stratégie, il y a apprendre à compter, il y a apprendre à lire, il y a de la réflexion, il y a de l'imaginaire. Donc, on continue le développement de l'enfant autrement, et on inclut aussi les parents. Donc, tous ces moyens-là, il faut redévelopper, il faut profiter de cette situation pour se renouveler en termes d'éducation. Je pense qu'on a beaucoup de retard sur beaucoup de points, et il faut profiter là pour essayer de rectifier et améliorer notre travail autour des enfants. Moi, ce qui m'a marqué aussi durant cette période, c'est que on a eu des retours positifs des parents un peu plus nombreux. On a eu des parents qui ont voulu abandonner leurs enfants à l'école parce qu'ils en avaient marre. Je dis ça en rigolant, mais quand ils venaient chercher les copies des devoirs pour les enfants qui venaient chercher un pavé comme ça, de polycopier ou de photocopier pour faire leurs devoirs pour leurs enfants, ils disaient « Ouais, mais elle en donne beaucoup, la maîtresse. » Je dis « Non, elle n'a même pas donné la moitié de la semaine. » Et puis après, ils disent « Ouais, mais ils sont durs. Je vous comprends maintenant quand vous me disiez qu'il fait ci et qu'il fait ça. Oui, je comprends. Votre métier, c'est compliqué. » Donc, ça a remis quand même un peu de valeur sur le travail de l'enseignant et le travail de l'animateur. Donc ça a fait ça a apporté un peu ça a fait un peu chaud au cœur pendant cette période-là de voir que finalement, on fait des choses. Il y a de la technique et il y a du professionnalisme. Et ça, on n'en a pas, les parents n'ont pas tous conscience. Il y en a qui en ont conscience. Je ne suis pas en train de dire que tous les parents n'aiment pas les animateurs et les enseignants. Je suis en train de dire que la technique, la méthode, moi, je le vois beaucoup sur les méthodes des enseignants, sur l'apprentissage. J'ai entendu parler de l'écriture tout à l'heure. Oui, c'est vraiment de la technique, c'est spécifique et c'est un apprentissage particulier. Et ça, on s'en est rendu encore plus compte pendant cette période-là parce qu'il fallait faire la même chose. Ce que j'aimais aussi tout à l'heure, c'était parler de revoir les fiches à se transmettre aux parents.
Bah ça, nous, côté animation, c'est nos projets d'activité, en fait, nos fiches de projets d'activité où oui, tout est détaillé parce on se dit, nous, quand on crée nos projets d'activité, que n'importe quel animateur doit pouvoir continuer le projet qui était prévu avec les enfants. C'est-à-dire que l'animateur, s'il est absent, demain, c'est un autre qui va venir, mais il faut qu'il soit en mesure de continuer. Les enfants, on ne va pas les frustrer parce que l'animateur, il a raté son bus et puis il ne peut pas venir. Non, il faut qu'il puisse continuer ce même projet. Donc, il faut que la fiche technique qui a été préparée pour l'activité soit assez précise pour que celui qui va remplacer le fasse directement. Et c'est la situation, du coup, dans laquelle, par rapport à ce que j'ai compris, les enseignants se sont retrouvés où il fallait créer la fiche de séance, on va dire, comment faire ce devoir, comment faire cet atelier avec votre enfant. Et il fallait être beaucoup plus précis et tout ça. Et là encore, on peut se lier et s'aider, puisque nous, ces méthodes-là, c'est des choses qu'on a et qu'on maîtrise parce qu'on est obligé de le faire. On est obligé de le faire. C'est notre métier, on doit le faire au quotidien. Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet-là. Marion, est-ce que ces remarques-là font écho à votre expérience avec un public peut-être un peu plus âgé et des profils un peu différents? Alors, c'est vrai déjà que ça fait écho parce qu'on a eu pas mal de jeunes qui ont dû accompagner soit leur petit frère ou leur petite sœur déjà dans les devoirs. Donc, il y a déjà eu cette difficulté-là. Ou même leurs enfants, parce qu'on a des jeunes parents aussi à la mission locale ou pour information jeunesse. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sont retrouvés un petit peu débordés parce que déjà, les jeunes qui étaient grands frères ou grandes sœurs se retrouvaient à jouer le rôle du parent et de l'enseignant. Et ça a été assez compliqué pour eux parce que déjà en plus avec la fracture numérique, des fois des conditions aussi où l'espace en lui-même, ils n'avaient pas d'espace de travail pour faire les devoirs avec les enfants, etc. Ça a été compliqué. Donc nous, on a essayé de les soutenir par rapport à ça. J'ai eu des jeunes qui m'ont envoyé justement les fiches de devoirs de l'école pour que je les aide un petit peu à comprendre comment faire avec les enfants. Après, nous, plus largement, on est quand même là pour, normalement, les jeunes, les accompagner à aller vers l'emploi ou de la formation, enfin, à devenir professionnel. Donc, c'est apprendre à avoir les codes aussi. Et c'est vrai qu'on a rencontré des difficultés par rapport à ça. Parce que déjà, rien que comment on fait les simulations d'entretien, comment on les prépare aux entretiens, tout ça, sachant qu'on a quand même eu énormément de jeunes qui ont continué à bosser et qui ont trouvé des emplois, alors qui ont travaillé dans les supermarchés, qui ont aidé, il y en a qui ont aussi été des aides ménagères chez les personnes âgées, alors que ce n'était pas du tout leur métier. Il y a eu beaucoup de postes comme ça. Donc, comment faire un entretien en visio? Donc, c'est vrai que ça a été un peu des angoisses pour eux. Mais bon, on a réussi à trouver, on a aussi beaucoup de personnes bénévoles qui nous ont aidés, donc ce qu'on appelle les marrains et les parraines. C'est des personnes à la retraite ou encore en activité qui ont accordé de leur temps pour les préparer par rapport à tout ça. Aussi, on a beaucoup travaillé sur l'actualité. Parce que beaucoup de nos jeunes sont friands ce qu'on appelle les fake news, donc tout ce qui va être la désinformation. Donc comment ne pas rentrer dans les théories du complot aussi sur cette période du confinement où déjà des fois c'était compliqué. Alors là, c'était encore plus ouvert à certaines théories. Donc du coup, créer des ateliers en ligne, leur donner les outils clés pour bien s'informer. Je pense que même en tant qu'adulte, on n'a pas tous les outils par moment pour bien s'informer sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Parce que même certains de nos journaux un peu classiques transmettent des fake news. Donc, il y avait aussi ce côté-là. Nous, on a aussi beaucoup joué du coup avec les différents musées ou même les associations, tout ça, qui proposaient des activités culturelles, donc du coup en ligne ou pas. Et du coup, on a vraiment retranscrit tout ça aussi aux jeunes. On en a créé quelques-unes aussi avec nos jeunes. Donc c'était un peu tout ce qui va être lié à art-thérapie, enfin voilà, des petites choses comme ça. On en a mis en place.
Et puis, un peu plus classiquement, les bases informatiques, quand c'était possible, quand ils avaient un ordinateur. Donc aussi, refaire toutes ces choses-là. Et du coup, c'était en visio avec ce qu'on appelle TeamViewer. Alors, je suis désolée, je le dis peut-être pas bien, mais du coup, ça permet en fait, de prendre la main sur un PC à distance. Donc, ça permettait de corriger en même temps avec les jeunes leurs lettres de motivation, les CV, ou même les devoirs de leurs frères et sœurs ou de leurs enfants. Donc après, c'est vrai qu'apprendre à instruire, comment retransformer tout ça avec le confinement, c'était assez compliqué pour nous. Vraiment, la fracture numérique a vraiment été un très, très grand frein. Et on s'est des fois un peu senti à l'abandon, on va dire, avec ces jeunes en même temps, parce que nous, on s'est retrouvés aussi confinés chez nous, où des fois, on n'était pas forcément en condition pour bien faire les choses. Donc, c'est vrai que c'était assez compliqué, mais je pense qu'on a essayé de leur faire passer des bons moments en leur proposant aussi d'autres choses. On a proposé des défis réseaux sociaux, tout ça, comme vous parliez avec TikTok, justement, les danses, tout ça. Bon, nous, on avait le droit de les diffuser, vu que c'est des jeunes, la plupart qui sont majeurs, donc on n'a pas eu cette difficulté-là. Mais voilà, on a eu pas mal de choses qu'on a mis en place et on en parlera peut-être un peu plus tard, du coup. Voilà. Je vais vous laisser réagir les uns aux autres et je vais juste en profiter pour rajouter un petit élément de discussion parce que je sens qu'on l'aborde déjà. C'était de vous proposer aussi d'approfondir sur toutes ces choses qui émergent là, dans quelle mesure elles vont perdurer sur le long terme, dans quelle mesure elles vont transformer plus largement. Et j'entends déjà dans ce que vous dites que j'ai l'impression qu'il y a certains éléments de réponse positive. Mais je vois que si vous voulez réagir, je vous laisse réagir et puis je rajoute cet élément de réflexion-là au débat. Oui, en fait, pardonnez-moi, j'avais juste une question à Marion. Tout à l'heure, Marion, vous avez dit que la difficulté, ça avait été la grande, si j'ai bien compris, avec les jeunes qui n'avaient rien du tout en termes ordinateur, portable, tout ça. Alors, ma question, c'est comment vous avez réussi à même le premier lien avec ces jeunes-là? Je me la pose vraiment. Eh bien, ça a été l'entraide entre eux, en fait, avec les voisins, tout simplement. Voilà, les voisins qui ont du coup prêté un ordinateur. Il y a eu beaucoup de prêts comme ça. On a été aussi en lien avec des associations qui ont donné des ordinateurs et des tablettes aux jeunes. Alors, aux jeunes comme pour les personnes au collège, pour aider du coup pour les devoirs. Enfin, je réunis vraiment, quand je dis les jeunes, c'est vraiment 12-30 ans, entre guillemets, c'est vraiment large. Mais ça a été vraiment de l'entraide. Nous aussi, on leur a mis à disposition, en fait, on avait quand même laissé la mission locale ouverte, mais sur rendez-vous pour pouvoir qu'ils aient accès, s'ils ont besoin de faire des impressions, c'est bête, mais les attestations, tout simplement aussi. Comment on a donné tout ça, les aides financières, les chèques services, comme vous avez pu dire, pour qu'ils puissent aller chercher à manger. Donc, on avait quand même 2 personnes qui étaient présents sur notre espace pour, du coup, toutes ces problématiques. Et c'est vraiment l'entraide qui est ressortie. Et ça, j'en suis vraiment très fière parce que vraiment, il y a eu une solidarité dingue auprès des jeunes, que ce soit pour les personnes âgées, les plus jeunes. Franchement, c'est comme ça qu'on a pu avoir du lien. C'est grâce à toute cette solidarité qu'il y a eu entre eux. Entre les jeunes et entre les moins jeunes aussi, du coup. Voilà. Excusez-moi, j'avais perdu mon micro. Et comment vous voyez la suite ou le moyen terme? Dans quelle mesure on est là dans un bricolage temporaire? Dans quelle mesure on est là dans des transformations des choses qui émergent et qui vont rester par la suite? Annie? Je veux bien. Moi, là-dessus, j'étais pleine d'enthousiasme à l'idée que
des bilans puissent être faits et des vraies questions de métier auraient pu être vraiment posées. Je suis malheureusement moins enthousiaste maintenant parce que d'abord, on n'a pas eu ces moments de bilan. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de… Alors moi, je parle vraiment à la côté éducation nationale. Hein. On a eu un retour après le confinement qui a demandé beaucoup d'énergie en termes d'aménagement, de réflexion, de groupe. Enfin bref, c'est des contraintes sanitaires absolument impossibles à mettre en place au départ, qui se sont allégées heureusement par la suite, qui ont permis d'avoir des retrouvailles avec en vrai, avec les enfants. Enfin, je pense que tous les enseignants du monde ont été contents de revoir leurs élèves hein, et de ne pas clôturer l'année comme ça sur un confinement. Maintenant, du coup, là-dedans, on n'a pas eu le temps de faire des vrais bilans et du coup de mettre en avant tout ce qu'on est en train de se dire là, toutes ces choses, déjà de reconnaître ce partenariat. Hein, je l'ai écrit dans le chat. Moi, je suis consciente de ce partenariat parce que de là où je suis, je l'ai vu. Je ne suis pas sûre du tout que les enseignants l'aient vu, malheureusement, dans les écoles. Il faut le dire, que toutes ces associations et tout ce périscolaire, il a été remarquable. Enfin, je veux dire, et puis je rejoins Marion quand elle dit toute cette solidarité, tout ça. De ça, on aurait très bien pu s'en rendre compte. Ça, ces moments-là, c'est ce qui me chagrine dans cette histoire. Et par contre, ce qu'on a eu, c'est la prise en main de tout ça par le monde politique et du coup, enfin, je pense qu'au niveau professionnel, nous, on est en train de passer à côté des vraies questions parce que c'est, à mon sens, pollué par des batailles idéologiques, politiques qui empêchent de mettre à plat sereinement les choses et à se poser des vraies questions. Voilà. Par contre, bon, je sais que sur les outils numériques, tout ça, comme disait Sylvie tout à l'heure, il y a des choses dont les enseignants se sont emparés et qu'ils vont continuer à utiliser. Certains se sont rendus compte qu'ils avaient, enfin, nous, sur les circonscriptions, même je pense sur le Val d'Oise, d'une manière générale, le numérique dans les écoles, maintenant, c'est bon. Enfin, je veux dire, il y a du matériel, il y en a, enfin, il y a plein de choses. Et les enseignants, même quand ils avaient déjà ce matériel-là avant le confinement, ils se sont rendus compte que finalement, avec le confinement, ils l'utilisaient très peu, mal. Et donc, ils vont réinvestir tout ça, il n'y a pas de souci. Mais sur les questions de fond de métier dont on parlait tout à l'heure, sur la communication avec les familles, sur qu'est-ce que c'est enseigner, comment voilà, c'est quoi un enseignant et on apprend comment, où et avec qui. Tout ça, je pense, en ce moment, c'est en train d'être squeezé par un débat politique. Moi, personnellement, ça me fatigue un peu. Donc, voilà. Merci Annie. Qu'est-ce que ça évoque aux autres? Sylvie? Oui, je rejoins Annie, mais peut-être moins dans une déception, parce que finalement, on sait que depuis de nombreuses années, la question du collectif, de la réflexion collective, de la recherche collective, et tout, ça se fait à la marge. Ça se fait par le biais d'associations, d'ailleurs. Hein. Merci à toutes les associations qui permettent ça au sein de l'école elle-même, des collèges, des lycées. On est tout le temps en urgence. Alors là, on a été 2 fois plus, 3 fois plus. À la rentrée, 5 fois plus. Et donc, à des niveaux, je pense qu'à des niveaux individuels, et je crois à ça, les longs chemins se font par petits cailloux. Et donc, il y a plein de petits cailloux. Et je pense que les cailloux, les rassemblements de cailloux rochers, c'est dans les assos, c'est dans des lieux comme aussi à la Maison de l'Éducation, ce qui est permis là aujourd'hui. Et que à nous de continuer ce travail au sein des établissements et au sein de nos équipes. Et on a une part à jouer. Moi, je continuerai sur ce terrain-là, même si je rejoins Annie, c'est très, très difficile. Le partage entre
le partage entre collègues, ne serait-ce dans les collèges en tout cas, ne serait, et pour en avoir parcouru beaucoup, ne serait-ce que le partage qui pourrait tellement nous faciliter la vie de construction partagée, comme ça on gagnerait du temps. Alors se sont créés en langue vivante, par exemple, ben moi j'ai béni la liste de diffusion, la liste Enjoy, mais il y en a d'autres, hein, il y a eTeach, il y a plusieurs listes de profs d'anglais sur la France et la métropole et Outre-mer. Et dans ces listes de partage professionnel, hein, alors là, les collègues de partout s'y sont mis. Et donc, on a pu avancer très, très vite. Mais au sein même des établissements, mais c'est qu'on est tout le temps dans l'urgence. On est tout le temps dans l'urgence et voilà. Mais j'ai quand même encore de l'optimisme sur la question du collectif. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense du point de vue de Marion et de Thomas de cette question? Alors, comme j'ai dit, nous, on avait déjà l'habitude un peu des réseaux sociaux, de tout ça. Donc, du coup, la communication, on l'a fait via aussi beaucoup ça. Donc, je remercie vraiment tous mes collègues qui ont fait un travail extraordinaire et une application vraiment top. Parce qu'il faut savoir que quand même, nos jeunes, du coup, ont été en décalage horaire aussi. On se retrouvait à plus faire du travail Normalement, c'est de 8h30 à 17h30, on va dire, nos horaires. Là, mes horaires, clairement, c'était de midi à 23h. Voilà, on a eu un décalage et une adaptation à faire aussi. Mais du coup, ouais, mes collègues m'ont beaucoup proposé aussi des activités. Donc, il y en a une qu'on a appelée la Happy Connection. Donc, en fait, ils nous transmettaient des photos ou des vidéos de ce qu'ils faisaient pendant le confinement. Donc, ça allait de la cuisine, le sport, les loisirs créatifs. Voilà, donc tous ces jeunes-là nous ont donné, on a eu une 50aine de photos, je crois même plus, à retranscrire sur nos réseaux sociaux, donc avec leurs enfants, avec leurs frères. Enfin, c'était vraiment top. C'était une manière de maintenir le lien autrement que vraiment dans ce côté professionnel qu'on a normalement. On a aussi fait des récits de témoignages de nos jeunes qui travaillaient pendant le confinement. Ça a été un point hyper important. Donc, pendant 20 épisodes, donc 20 témoignages, les jeunes ont pu dire comment ils ont vécu leur travail pendant le confinement. Que ça allait dans l'hospitalier, ça a pu être préparateur de commandes, ça a pu être dans les associations, ça a pu être aussi chez les vétérinaires, voilà, par exemple. Et je vous invite, si vous êtes curieux, vous tapez Mission Locale Vallée de Montmorency sur YouTube et vous allez tomber dessus. Et vraiment, ma collègue chargée de communication a fait des vidéos incroyables avec des illustrations, ça, enfin vraiment top. Donc aussi, mettre en avant aussi que la jeunesse s'est vraiment impliquée pendant ce confinement. Comme on a dit, il y a énormément d'assos qui ont continué et il y a beaucoup de bénévoles qui se sont rajoutés à tout ça, petits et grands. Et je trouve que c'était vraiment beau parce que des jeunes qui n'étaient peut-être pas spécialement impliqués de base dans la vie de leur quartier ou de leur ville ont pris le temps, vu qu'ils avaient le temps, du coup, pour faire tout ça, de faire des maraudes, de faire ce genre de choses. Ah bah merci Mathieu d'avoir partagé justement le lien YouTube. Donc voilà, il y a eu ça. Après, du coup aussi, je ne sais pas si vous connaissez Unicité, qui fait beaucoup dans le service civique, du coup. Donc nous, on a fait aussi avec eux des ateliers ciné-débat, donc, qui étaient animés par leur service civique, donc des jeunes avec les jeunes. C'était hyper intéressant. Donc via l'application Discord, donc en gros... ça durait à peu près 1h30. Donc, c'était soit des échanges vocaux, soit ils pouvaient écrire. Ça, c'était, voilà, s'ils n'étaient pas à l'aise avec le visio, il n'y avait aucune obligation. Et du coup, après avoir introduit les règles d'un débat classique, on regardait un petit court-métrage qui, en fait, était sur Arte. Donc, il y avait plusieurs thématiques. Et après ça, Unicité, du coup, développer le débat avec les jeunes. Donc, c'était hyper intéressant parce que, du coup, ça permettait aussi aux jeunes de rencontrer de nouvelles personnes malgré le confinement.
Donc, il y a eu des amitiés qui se sont créées. Il y a aussi pas mal de personnes qui se sont échangées. Du coup, tiens, moi, je bosse, ils ont besoin de quelqu'un. Si tu es dispo, viens à partir de quelle heure? Enfin, voilà, il y a vraiment eu un échange aussi comme ça, grâce à ça. Après, les ateliers classiques, comme je parlais tout à l'heure, hein, Parcoursup, on a fait des rendez-vous personnalisés aussi par rapport aux jeunes, parce que beaucoup de jeunes se sont retrouvés soit isolés, soit dans des situations compliquées, que ce soit envers de la violence ou voilà, des choses comme ça. Donc nous, on a la chance dans la mission locale d'avoir une psychologue qui est gratuite en fait pour les jeunes, et du coup elle a fait un travail aussi énorme sur cette période de confinement, parce que je trouve qu'on n'en a pas trop. On a un petit peu parlé des autistes par exemple, le gouvernement a un petit peu parlé de ces personnes-là, mais toutes les personnes qui étaient déjà dans des phases de dépression ou dans des situations compliquées. Alors les violences conjugales, je remercie, on a vraiment fait un beau travail aussi là-dessus. Mais c'est vrai que les jeunes qui ont été vraiment moins jeunes, qui ont été isolés, qui venaient peut-être de d'autres pays, qui se sont retrouvés en foyer ou à la rue, ils sont un petit peu passés à la trappe. Et c'est vrai que nous, on a un petit peu récupéré tout ce bagage, donc on a dû un peu gérer aussi tout ça. Et c'est vrai que tout ce bricolage qu'on a pu faire, encore actuellement, on le fait. C'est vrai que c'est... il y a des jeunes qui n'osent pas sortir encore. Je ne sais plus qui le disait justement, la phobie du virus, la phobie de sortir, tout ça. Et c'est vrai qu'on a dû aussi, malgré qu'on soit réouvert sur rendez-vous, on a dû aussi réadapter et continuer cet échange et toutes ces pratiques, du coup, en distance. Donc ça a été, c'est vrai que ça rajoute du travail. Mais c'est important de ne pas lâcher ces personnes-là, parce que y a eu des problématiques qui sont ressorties, que ce soit financier ou autre chose. Je pense que vous-même aussi, avec les parents, il y en a beaucoup aussi qui disaient justement qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de payer la nourriture, tout ça. Et c'est vrai que nous, des fois, on s'est lancé dans des choses où on s'est dit, putain, on n'a pas tous les outils et toutes les clés, donc on a un petit peu aussi fait appel aux autres associations pour pouvoir répondre à tout ça. Voilà. Merci Marion. On a un petit peu... Thomas, est-ce que sur cette question? Oui. Alors, sur comment envisager l'avenir et comment continuer par rapport à ce qui s'est passé là, je pense pas qu'il faille... je pense qu'il faut s'appuyer sur ce qu'on a vu, notamment la solidarité, la présence des associations, la compréhension du rôle de l'un et de l'autre autour de l'enfant ou du jeune pour construire et proposer déjà de nouveaux projets pour l'avenir, pour améliorer les choses. Je dis ça par exemple, pour mon école, on a un projet qui est de refaire le patio de l'école, pour en refaire un jardin potager, un jardin des senteurs, refaire des petites allées en cailloux, bref, mettre des petits tourets pour jouer aux jeux de société, d'en faire un endroit sympa. Mais l'idée, elle est aussi de profiter de cet endroit-là, donc quand tout le monde pourra revenir autour de l'école et rentrer aussi dans l'école pour remettre justement l'école au centre du quartier, parce que les écoles, c'est quand même un endroit central de chaque quartier ou de chaque ville. Tout le monde va déposer ses enfants à l'école, donc on est obligé de se rassembler, de se rencontrer à cet endroit-là. Et donc, réutiliser, puisque avant c'était utile pour ça, l'école, pour que ce soit un endroit de rencontre et un endroit d'échange autour de l'éducation. L'idée, c'est de ce patio-là qu'on va refaire, elle va nous permettre de faire des après-midi, des soirées de société, des temps d'échange, des pique-niques, des petits-déj, bref, un lieu de rassemblement. Et d'intégrer autour de la construction de ce lieu les parents d'élèves. On va utiliser des palettes pour faire des petits meubles en palettes. On fait appel à des assos pour nous redécorer les tourets pour en faire des tables.
On va aussi appeler, contacter les assos qui ont permis de faire la distribution de nourriture pendant la période de confinement pour qu'on utilise le peu de légumes qu'on va réussir à faire pousser, si on y arrive. Des légumes et des épices qu'on va faire pousser, on va les distribuer aux assos qui vont pouvoir transmettre aux familles dans le besoin. Ça leur permettra de garder aussi le lien avec le quartier. Et utiliser cet espace aussi pour faire des moments de vie, les petits-déj, les cafés. J'ai travaillé sur des écoles où on faisait des cafés des parents. J'ai trouvé ça assez simple, qui permettent de boire un café ensemble, mais aussi d'en profiter pour mettre une thématique autour de l'éducation qui permet d'échanger et de progresser sur un quartier, sur une école, à travers l'éducation. Ce qui va aussi évoluer dans nos animations à nous sur l'école, c'est d'aller utiliser un peu sur le temps périscolaire les structures du quartier pour que les enfants, apprennent à les utiliser correctement. Ça va permettre, quand on est sur un terrain de foot, de savoir quel jeu on peut faire autre que le foot. On peut faire de l'ultimate, on peut faire du baseball, on peut faire du rugby, on peut faire des grands jeux aussi. Sur ces espaces-là, et on peut leur apprendre à faire sans les animateurs, et donc donner des règles de jeu en dehors qui permettent de, quand je viens aussi avec ma famille, je peux jouer, je peux utiliser l'espace, je connais et je maîtrise mon espace. Ça va amener deux choses, l'envie d'aller jouer dehors, parce qu'on sait quoi y faire, on sait ce qu'on veut y faire et on sait pourquoi on y va, et aussi le respect un peu de l'espace, puisque on va y jouer, on va y passer un bon moment. Donc, on ne va pas le salir, on va faire attention et on va être vigilant. Et assez régulièrement pour que ce ne soit pas délaissé et que ce soit utilisé à bon escient. Et puis, en dehors de ça aussi, trouver le moyen de se lier aussi un peu numériquement, parce qu'on est obligé d'y aller au numérique, on vit avec et on ne peut pas faire sans. Ce sera très difficile de revivre sans, en tout cas imaginable aujourd'hui. Donc il va falloir utiliser cet outil et de manière bénéfique. Tout à l'heure, je parlais de l'application, par exemple, autour des plantes. Ça, il faut que ce soit un outil que les parents soient en mesure d'utiliser. On sait très bien utiliser Waze pour se déplacer. On sait très bien utiliser Vivino pour savoir quelle est la bouteille de vin. Donc, on peut très bien utiliser une application pour les plantes. Et amener justement du lien à travers les différentes applications qu'on peut utiliser aussi autour de l'animation, autour du jeu. Et pourquoi pas amener aussi des propositions de jeux dans le sens de transmettre les jeux qu'on a fait, amener des jeux à l'école. Bref, en tout cas, travailler tous ensemble un peu plus facilement au lieu d'attendre que ça vienne aussi des directives qu'on nous donne, parce que je rejoins un peu ce qui était dit tout à l'heure. Si on attend sur la politique, là, ces temps-ci, autour de l'éducation, un petit moment, il n'y a pas eu de bilan, il n'y a pas eu d'analyse. On ne sait pas ce qu'on tire de cette période-là. Nous, on le sait parce qu'on a travaillé autour. Dans l'animation, on l'a fait. L'éducation nationale, vous dépendez de beaucoup de monde, mais entre enseignants, vous avez quand même fait un premier bilan, que vous connaissez un peu vos besoins. En tout cas, il y a eu quelques échanges entre collègues qui permettent au moins d'avoir quelques idées, quelques pistes. Là, on a un temps qui nous permet aussi d'analyser, de préparer et d'évoluer. Et ça, il faut, sans avoir besoin de nouvelles consignes, on peut déjà commencer à poser nos petits cailloux, comme c'était dit tout à l'heure, et commencer à évoluer et à avancer. Merci Thomas. C'est un peu l'idée de cette série de webinaires cette année, de commencer à réfléchir, commencer à prendre un peu de recul, en tout cas ouvrir un espace pour sortir la tête du guidon un peu, même si on sait que le chantier est immense, quoi. On a un petit peu dépassé le temps, mais c'était pour le meilleur parce que j'ai
trouvais que c'était très intéressant de vous entendre là. J'allais vous questionner aussi sur la posture et qu'est-ce que ça change dans la posture, mais je pense qu'on l'a abordé un petit peu. S'il y a quelques dernières remarques très rapides de votre part, elles sont bienvenues, puis je pense que ce sera l'heure de clôturer. Sur la posture. Ouais, ou toute remarque. Bon, on a déjà dépassé, mais en quelques secondes, si les uns et les autres, vous vouliez avoir une réaction finale. Ben, sur la posture, je pense qu'il y a eu un peu plus, ben, ça a amené beaucoup plus de remise en question, l'a dit tout à l'heure, et d'adaptabilité. Donc, ça a été assez enrichissant au final et de la recherche. J'ai eu beaucoup de recherche de comment je vais m'adapter à cette activité, comment je vais adapter mon jeu, comment je vais proposer des nouveaux jeux, comment je vais accueillir les familles, comment on va contacter les familles, comment on va travailler avec les enfants. Là où on a essayé de faire en sorte qu'il n'y a pas de réel ressenti de changement pour les enfants, c'était en termes de protocole, d'hygiène. On a essayé que ce soit le plus agréable possible. Ce qui était lavage de main et tout ça, c'était habituel déjà là-bas. C'était quelque chose qu'on faisait déjà normalement avec les enfants. Donc ça, c'est bien. Ça a remis tout le monde aux normes. Tout le monde ne faisait peut-être pas autant de lavage de main. Bah, ça y est, tout le monde fait un peu plus attention en termes d'hygiène au lavage de main. Ce qui nous a permis, nous, ça a été un peu plus autour des jeux, de faire attention un peu plus aux jeux et d'en faire le nettoyage des jeux. Donc ça a été aussi bien parce que ça permet aussi de faire attention à chaque pièce, chaque petite pièce. Donc on perd moins de jeux du coup. Ça c'est bien. Donc ça a donné encore un peu plus de place à la méthode, je trouve. Et ça c'est important et c'est bien. L'évolution autour de la méthode, c'est très bien. Et le lien aussi, et la posture où on va se lier un peu plus avec l'éducation nationale. Je pense que il faut vraiment que tout le monde prenne conscience de ça, que on peut faire beaucoup plus l'un avec l'autre. Là, on travaille un peu l'un sur l'autre. Là, on peut faire beaucoup plus l'un avec l'autre. Et il faut réellement s'appuyer là-dessus. Merci Annie, peut-être avec ton esprit de synthèse pour le mot de la fin. Non, bah, j'espère que effectivement, l'idée c'était aussi de voir ce qui pouvait rester de tout ça. J'espère que tous ces moments d'échange avec ces structures-là, comme l'a dit quelqu'un dans le chat, que ce sera suffisant et que ça aidera au moins ceux qui y participent. Et voilà, on réinvente des structures autres que celles qui nous sont données. Et puis voilà, on va utiliser ça pour rebondir positivement et tirer du positif de cette crise plutôt que de s'enfermer dans le larmoiement. Voilà. C'est mon souhait, en tout cas. Merci. On a encore quatre webinaires qui s'annoncent au fil de l'année pour poursuivre ce travail-là, approfondir des questions qui pointent aujourd'hui déjà sur la relation entre les familles dont on parlera en février, sur le numérique qu'on approfondira en avril et ainsi de suite. Un grand merci à vous quatre d'avoir été là ce matin. Je trouvais que c'était passionnant d'entendre vos témoignages depuis des endroits et des positions très, très différentes. Un grand merci au comité d'organisation qui a planché sur le programme de ce webinaire et à très bientôt à toutes et à tous pour les prochaines éditions.